Bonjour, on commence maintenant la troisième partie du chapitre 3, l'orthogonalité. Si vous voulez, on va essayer de regarder le phi de xy, la forme bilinéaire symétrique. En fait, le mot bilinéaire symétrique, ça vous rappelle de quelque chose, n'est-ce pas? Ça vous rappelle du produit scalaire. Donc on va essayer de voir le phi comme étant une généralisation du produit scalaire. Donc, dire que c'est orthogonal, c'est dans le sens que phi de xy égale à 0. Donc du coup, on va regarder l'orthogonalité un peu maintenant. Donc soit Q une forme quadratique définie sur E, et soit phi sa forme polaire associée. Donc ces notations, on va les utiliser partout maintenant. Définition. On dit que x et y sont orthogonaux, ou bien orthogonaux, si phi de xy est égal à 0. Donc si vous voulez, dans le contexte d'un produit scalaire, on a x scalaire y égale à 0. On prend A, un sous-espace ou bien une partie de E, l'orthogonale de A par rapport à phi, et le sous-espace de E défini par tous les éléments de E qui sont orthogonaux à tout élément de A. Donc, si on a A une partie de E, tous les éléments qui sont orthogonaux à n'importe quel élément de A seront dans l'orthogonale de A. Donc A orthogonale. De plus, on définit une famille d'éléments phi orthogonale. C'est une famille d'éléments qui vérifie phi de xi, xj égale à 0. Donc ce sont des éléments qui sont 2 à 2 orthogonaux. On dit qu'une famille, elle est phi orthonormale si phi de xi, xj égale à 0, quand xi est différent de xj et elle est égale à 1, si xi égale xj, dans le sens que q de xi sera égal à 1. Donc si vous voulez, on a commencé à voir un peu que phi, c'est la généralisation d'un produit scalaire, et q, c'est la généralisation d'une norme, parce que c'est phi de xx, donc c'est le produit scalaire x un peu. Maintenant, on peut démontrer les propriétés suivantes qu'on a déjà évoquées en fait dans le chapitre de dualité, c'est un peu dans le même esprit. L'orthogonale de A est un sous-espace de E, parce que si on a deux éléments de l'orthogonale de A, alors leur somme est dans l'orthogonale de A évidemment, et on peut démontrer les autres propriétés aussi. Donc, l'orthogonale de A, c'est aussi l'orthogonale de vect A. Donc, si A, par exemple, c'est l'ensemble qui contient un seul élément, l'élément I. I, je veux dire le petit I de R2. Donc, c'est le vecteur 1, 0. Alors, son orthogonale, ce sont tous les éléments qui, composés avec I, suivant la forme phi, donc phi de I, ces éléments égale à 0. Si ceci est vrai, alors si on compose ces éléments avec n'importe quelle combinaison linéaire de I, donc si on a A tel que phi de AI égale 0, donc phi de A alpha I égale 0 pour tout alpha. Du coup, c'est aussi l'orthogonale de vect I. L'orthogonale de 0, donc les éléments qui vérifient phi de x0 égale 0 pour tout x, c'est E en entier. De plus, 0 est inclus dans l'orthogonale de E, parce qu'on peut avoir des éléments autres que 0 qui annulent les éléments de E. A est inclus dans B, donc l'orthogonale de B est inclus dans l'orthogonale de A, donc c'est facile à vérifier. Et pour tout f sous-espace de E, on a f est inclus dans l'orthogonale de f. Maintenant, on peut démontrer la propriété qui est très importante suivante. Si on a une famille, donc si on a déjà E de dimension finie, mais si on a une famille qui est phi orthogonale, telle que pour tout I, Q de xi n'est pas égal à 0, donc si vous voulez, ce sont des éléments de norme non nulle, alors cette famille est linéairement indépendante. Donc pour démontrer qu'elle est linéairement indépendante, il suffit de démontrer qu'elle est phi orthogonale. Et ce n'est pas difficile à démontrer parce que si on prend une combinaison somme des lambda i xi étant égal à 0, alors le phi de tout ça, composé avec xk et on fait varier les xk, ça va donner des sommes des lambda i phi de xi xk qui seront égales à 0 pour tout k différent de i et égale à q de xk si xi égale xk, si k égale à i. Et donc, puisque ceci est égal à 0, alors ce sont les lambda k qui sont égales à 0, et donc la famille elle est libre. Et donc, on peut déduire que toute famille qui est phi orthonormale, évidemment de cardinal inférieur à n, la dimension de l'espace, elle est linéairement indépendante parce que q de xi est égal à 1 qui est différent de 0 en utilisant la proposition précédente. Maintenant, on définit aussi les noyaux
Donc on dit que le noyau de phi, c'est ker de phi. Donc ker de phi, ce sont les éléments de E, tels que pour tout y dans E, phi de xy égale à 0. Donc ce sont les éléments de E qui annulent les éléments de E, du coup c'est E orthogonal. Le rang de phi, c'est le rang de phi, donc c'est la dimension de E moins la dimension de ker phi. Évidemment, le rang de phi, c'est le rang de la matrice associée aussi. Et donc, on dit que phi est dégénérée si son ker n'est pas nul. Et elle est non dégénérée si son ker est nul. Donc, elle est non dégénérée, c'est comme si elle était injective quelque part, parce que son ker, il est égal à 0. On dit qu'un vecteur x de E est isotrope si le q de x est égal à 0. S'il est isotrope, évidemment, pour q, donc q de x égale à 0. Et donc, le conisotrope de q, ce sont tous les éléments qui vérifient q de x égale à 0. Donc, ce sont tous les vecteurs q isotropes. Il est noté c de q, donc ce sont tous les éléments de E tels que q de x égale à 0. Et ceci n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel de E. On prend un exemple pour comprendre mieux. Donc, si on prend E égale R2, avec phi de xy, c'est x1, y1, moins x2, y2, et q de x sera x1, x1, donc x1 carré, moins x2, x2, donc x2 carré. Donc, si on prend x dans ker de phi, alors pour tout y dans E, phi de xy égale 0. Donc x1, y1, moins x2, y2 égale à 0. Donc ce sont tous les éléments x qui vérifient ceci. Qui vérifient ceci pour tout y. Donc si on prend un choix pour y, par exemple, 1, 0, ou bien 0, 1, on obtient x1 égale à 0, et pour l'autre choix, on a x2 égale à 0. Donc, le vecteur x qui vérifie ceci sera 0, 0. Du coup, on a phi, ou bien le ker de phi, qui est égal à l'élément nul, donc phi est non dégénéré. Parce que ker de phi, alors, égale l'élément 0 de E. D'autre part, si on calcule par exemple q de 1, 1, ça va être égal à 0. Donc 1, 1 est un vecteur isotrope parce que q de x égale à 0. Et donc si on calcule, on essaie de calculer tous les vecteurs. En fait, q de x égale à 0 signifie que x1 carré moins x2 carré égale 0. Donc x1 carré égale x2 carré. Du coup, x1 égale plus ou moins x2. Donc tous les éléments qui ont cette forme-là, x1, x1, ou bien x1 moins x1, ce sont des éléments qui sont q-isotropes, donc ils appartiennent au conisotrope. Et donc le conisotrope, il sera défini de cette manière. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, le rang de phi, c'est bien le rang de la matrice associée. Du coup, le ker phi sera égal au ker A, à cause du théorème du rang en parallèle avec cette relation qui est là. En fait, si x appartient à ker phi, c'est équivalent à dire que quel que soit y, phi de xy égale 0. Donc, si on prend la forme matricielle, ça donne t de x à y égale à 0. Ce qui donne que t de x a égale à 0 parce que ceci est vrai pour tout y. Donc, du coup, on a t de x fois t de a égale à 0, ce qui est équivalent à ax égale à 0. Donc, x appartient au ker a. Donc, on a ker a qui est égal à ker phi. Donc, si on utilise le théorème du rang, on va avoir que le rang de phi est égal au rang de A. D'autre part, si phi est non dégénéré, donc le ker de phi est réduit à 0, du coup, le rang de phi est égal à la dimension de E moins 0, donc c'est égal à la dimension de E égale n. Donc, le rang de A est égal à n, du coup, A est inversible. Aussi, si x est dans le ker phi, donc phi de xy égale 0, pour tout y, en particulier pour le x, du coup phi de xx égale à 0, ce qui fait que x est isotrope, donc ker de phi est inclus dans C de Q. Donc tout élément de ker phi est un élément du cône isotrope. Et finalement, si phi est défini, donc il n'y a que l'élément nul qui donne le résultat 0, du coup C de Q est égal à 0, donc il est réduit à 0. Maintenant, on peut démontrer que si Q est défini, donc phi sera non dégénéré. Donc si Q est défini, alors Q de x égale à 0 seulement pour le x égale à 0. Donc, dans le CQ,
il n'y a que l'élément 0, et puisque ker phi est inclus dans CQ, donc ker phi est réduit à l'élément 0, du coup phi est non dégénéré. Donc c'est la démonstration pour le premier point là. Ensuite, si k est égal à r, donc q est positif et phi non dégénéré, alors q est défini. Parce que si x est dans E avec q de x égale à 0, puisque q est positif, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui nous dit que phi de xy, dans ce cas, sera inférieur à 0. Donc, inférieur ou égal, évidemment. Du coup, la seule option, c'est qu'elle soit égale à 0. Du coup, x sera dans ker phi. Mais phi est non dégénéré. Du coup, x sera réduit à l'élément nul. On essaye maintenant de faire un petit lien avec les espaces duals pour en profiter, en fait, pour bénéficier des résultats obtenus pour les espaces duals, pour avoir un résultat dans notre contexte maintenant ici. Donc, si on prend phi une forme binaire symétrique sur E et B une base de E, alors A sera la matrice de phi dans la base B. Donc, on construit une application linéaire phi chapeau associée à phi qui va de E dans E étoile, tel que pour chaque élément de E, elle fait associer l'application linéaire, donc un élément de l'espace dual, qu'on appelle phi x, qui vérifie phi x de y égale phi de xy. Pourquoi? Parce que ce phi x là, il va de E dans K. Donc il prend y comme variable et renvoie quelque chose dans K qui est le phi de xy. Donc ce phi chapeau, c'est un élément de E étoile. Pardon, c'est une application qui va de E dans E étoile et qui nous donne phi x qui est un élément de E étoile. Et donc on peut démontrer, vous n'êtes pas responsable des détails de la preuve évidemment, on peut démontrer que la matrice de ce phi chapeau dans la base B étoile, c'est bien la matrice de phi dans la base B, donc c'est égal à A. Du coup, le rang de ce phi chapeau sera égal au rang de A, qui est égal au rang de phi, et le ker de ce phi chapeau sera égal au ker de A, qui est égal au ker de phi. Mais, en fait, si phi est non dégénéré, donc on a phi chapeau qui sera un isomorphisme, donc si on a une base de E, phi chapeau de B sera une base de E étoile. Donc on a cet isomorphisme entre E et E étoile. Du coup, on peut bénéficier des résultats d'avant, et c'est ce que vous devez connaître en fait, c'est ces deux points-là. C'est dire que si on a phi une forme binaire symétrique sur E et F un sous-espace vectoriel de E en dimension finie, alors si phi évidemment est non dégénéré pour que l'isomorphisme il existe, alors la dimension de l'orthogonale de F, c'est la dimension de E moins la dimension de F, et F est bien égal à l'orthogonale de F dans ce cas. Donc c'est ce que vous devez connaître. Et pour terminer cette partie du chapitre, on va citer le théorème suivant sans preuve. Ayant phi une forme bilinéaire symétrique sur E de dimension n, alors il existe au moins une base phi orthogonale pour E. Donc la démonstration de ce théorème, on ne la donne pas ici parce que elle n'est pas vraiment très instructive, elle est très technique. C'est un moyen de construire cette base orthogonale. Mais l'idée principale, c'est savoir que pour n'importe quelle forme binaire symétrique que vous avez, vous pouvez construire une base qui est phi orthogonale pour l'espace E. Donc l'idée, si on essaye de l'appliquer par exemple, si on prend l'espace R3 avec phi de xy, c'est cette forme-là. Donc on construit le q de x qui est ceci, donc c'est le phi de xx, et on choisit un vecteur 1, 1, 1, qui vérifie que le u n'est pas égal à 0. Donc ce n'est pas un vecteur isotrope. Donc on va essayer de trouver, ou bien on peut essayer de trouver u et v, deux vecteurs tels que phi de e u égale à 0 et phi de e v égale à 0. Donc on essaie de construire des éléments qui sont orthogonales, phi orthogonales avec e, et donc on va voir au final, si on écrit ces équations-là, on fait le calcul, on obtient deux vecteurs, et donc on a trouvé trois vecteurs qui sont phi orthogonales 2 à 2, donc c'est une base de l'espace de dimension 3 R3, et c'est une base qui est phi orthogonale. Maintenant, faites attention que si la base elle est phi orthogonale, qu'est-ce qui arrive pour la matrice associée à phi? Parce que la matrice associée à phi, ce sont des éléments qui sont de la forme phi de EI, EJ partout, sauf sur la diagonale, c'est des phi de EI, EI. Alors, ça sera une matrice qui contient des zéros partout, sauf sur la diagonale. Elle contient les phi de EI, EI, qui sont les Q de EI.
Et là, on utilise les résultats du premier chapitre en disant que si on a une matrice symétrique, on sait qu'elle est diagonalisable. Donc on peut l'écrire comme matrice diagonale avec un changement de base, si on change la base. Donc on peut affirmer que toute matrice symétrique, dans ce contexte, elle est congruente, donc elle s'écrit comme T de P à P, quoi, congruente à une matrice diagonale. Donc il existe une base qui est phi orthogonale dans laquelle on peut écrire cette matrice. Et évidemment, ceci découle des résultats de diagonalisation qu'on a fait dans le premier chapitre.